Dans le précédent épisode, Amandine, Iris, Laurine et Louis nous ont parlé des nouveaux espaces de consommation. Créer un environnement propice à la sociabilité et donc à la consommation sociale et expérientielle aura été un trait commun de leur discours. Maintenant, place au partage et l'apport du numérique dans celui-ci. Bon épisode, chers téléspectateurs! Avec Marie, nous avons retrouvé le deuxième groupe d'étudiantes de l'ENSA AMA. Nous sommes en présence de Bruna Pradin, d'Apolline Debras, de Maëlle Joulin, de Marion Lemel et de Emma Sauvage. Le Sauvage. Oui. Bonjour à toutes, je sais que vous êtes un Bonjour. petit peu stressés, c'est normal, et sachez que même tous les professionnels qui vous regardent n'aimeraient pas forcément être à votre place, mais sont bien contents de vous écouter pour les inspirer sur l'événementiel. Alors donc Marie Chazalon, toujours à mes côtés, membre du comité éditorial de l'Innovatoire et directrice générale adjointe de Technistyle, agence de design d'espaces d'exposition, de showroom et d'espaces professionnels. Marie, comme on l'a fait avec le précédent groupe, tu es là pour écouter, pour apporter ton œil extérieur, le regard de celle qui est sur le terrain avec les clients et qui est très intéressée d'avoir de l'inspiration et en même temps qui a l'expertise de ce qui est réalisable ou non. Alors comme tous les autres étudiants de votre classe, votre mémoire devait se fonder sur 3 piliers, la rassurance, la déconsommation et l'imprévisible. Toutes les 5, vous vous êtes réunis sur ce challenge innovatoire. Alors pourquoi ? Eh bien en fait, vous avez toutes opté pour un sujet de mémoire autour du partage et plus particulièrement autour de cette question, le numérique a-t-il encore sa place au sein du partage ? On va voir pourquoi est-ce que cette problématique vous a mobilisé. Apolline, je vais te laisser répondre au nom du groupe si tu veux bien, puis nous verrons avec chacune quel angle elle a pris pour creuser ce sujet. Bien, merci beaucoup. Alors, le constat qu'on fait tous aujourd'hui, c'est que le numérique est omniprésent. Il précède souvent nos sens. Ne nous mentons pas, lorsqu'on assiste à un événement, on sort souvent nos téléphones et commençons par aborder l'événement à travers le filtre de notre écran. Pour en prendre une photo, la partager. Et finalement, la photo est plus une démonstration que l'on fait de nous-mêmes et qui correspond au code contemporain lié aux réseaux sociaux qu'une capture d'un souvenir que l'on aura vécu en amont. Alors, finalement, qu'en est-il du partage dans cette dynamique ? Eh bien, sur les réseaux, on retrouve les mêmes photos, toutes liées à ces attentes, à cette nouvelle étiquette du 21e siècle. On patauge finalement dans le vu, dans le revu et dans le re-revu. Alors, dans mon mémoire, je me suis penchée, moi, sur le rôle du designer d'événements. Comment peut-il réinciter le spectateur à revivre l'événement de façon personnelle pour redonner au partage, réinvestir le partage de sa valeur constructive, sa valeur de construction sociale. Chacun apportera, après avoir vécu un événement de façon sensible et personnelle, sa vision de la chose et sa pierre à l'édifice, finalement. Voilà, donc c'était mon point d'attaque. Merci beaucoup Apolline. Marion, de ton côté, c'est la notion de transmission toi que tu as choisi de traiter et de questionner la transmission en synonyme de partage. C'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, et cela encore plus depuis la crise sanitaire, nous avons en effet besoin de revaloriser le partage et, selon moi, d'accorder de l'importance à la notion de transmission. Transmettre dans le passé, cet art de prendre du temps pour raconter, pour partager, faisait partie du quotidien. J'appuie ici mon propos suite à ma réflexion de mémoire axée sur la cible des seniors. Ces derniers, dans de nombreuses civilisations, constituaient en effet une source de savoir, d'enrichissement inégalé, une sorte de véritable livre ouvert de connaissances et de souvenirs pour les autres générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ce livre a un peu été mis de côté au profit d'un nouveau qu'on pourrait qui pourrait s'intituler « Communiquer en masse pour les jeunes », puisque c'est vrai qu'on est dans une société qui prône le culte du jeunisme, effaçant toute ride possible. Pour cela, regardons autour de nous, que ce soit au travers des médias, du digital, tout est fait pour
pour diffuser le neuf, l'immédiat, le changement. Le but principal étant de maintenir en haleine le spectateur grâce à la diffusion rapide de contenu. Donc communiquer certes, mais n'oublions pas que transmettre est tout autant primordial. Il s'agit de la clé pour permettre peut-être à chacun de prendre à nouveau du temps pour soi, pour les autres, mais surtout pour favoriser un réel échange intergénérationnel, vecteur de nouveaux souvenirs. Merci beaucoup Marion. On va maintenant entrer avec Bruna au cœur de la sensorialité. Quels sont pour toi les enjeux actuels de la sensorialité en termes de partage? Chers téléspectateurs, c'est le moment où tu vas enfin comprendre pourquoi Bruna est venue avec son oreiller aujourd'hui. Est-ce parce qu'elle ne s'en sépare jamais en cas de fatigue soudaine? Est-ce son objet fétiche porte-bonheur, certes légèrement encombrant? Rien de tout cela, évidemment. Alors, il faut le dire que le digital, c'est quelque chose de très difficile à associer à l'utilisation des sens, parce que certains sens ne peuvent pas être animés à distance. C'est le cas notamment de l'odorat, du goût et également du toucher, qui sont souvent oubliés au profit de la vue et de l'image. Alors, je me suis demandé quel sens pourrait apporter un vrai plus à l'événement de manière concrète. Eh bien, ce sens, c'est le toucher. Et on va prendre pour exemple ce coussin. Imaginez-vous dans un magasin de décoration, le décor ressemble exactement à votre intérieur. Vous avez envie de prendre ce coussin en main, mais là, un petit mot est affiché, ne touchez qu'avec les yeux. Eh bien, vous imaginez cette frustration que vous ressentez à ce moment-là. Eh bien, cette frustration, je pense qu'elle s'applique à de nombreux autres cas. Parce que le toucher, il faut le dire, ça apporte quelque chose de concret. Ça apporte une transparence, une qualité que recherche le consommateur et le visiteur. Et ça permet de s'approprier les choses et donc de valider ou non l'acte d'achat. Et cette sincérité qui est apportée par le toucher, elle est à mes yeux inimitable par le numérique. Et si on utilise seulement une stratégie digitale, il manquera toujours cette petite dimension humaine qu'apporte le toucher. Alors, le numérique, justement, parlons-en. Maëlle, est-ce que tu approuves, toi, les 3 précédents constats, puisque tu défends le digital comme vecteur de partage? Alors, je suis tout à fait d'accord avec les critiques qu'apportent mes camarades à propos du virtuel. Cependant, on oublie quand même de dire que le virtuel permet de regrouper des foules bien plus importantes qu'en présentiel, ce qui permet de partager au plus grand nombre des événements, mais aussi des informations. De plus, le virtuel permet aussi de s'adresser à des foules diverses, ce qui permet de toucher et rassembler des cibles variées qui ne se seraient sûrement jamais rencontrées en présentiel. En effet, sans le virtuel, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Justement, chers étudiants, vous êtes ici aujourd'hui, mais regardons un aperçu de vos 4 mois de travail qui ont précédé la mini-série Inspire. Donc encore un autre point de vue et on termine avec Emma qui a choisi de travailler sur les enjeux du partage face à l'avènement du télétravail. Emma.
Donc oui, je te laisse le temps de laver le micro, puisque pour certains étudiants, on doit passer ce micro. Et même si je vous disais en introduction qu'ils sont traités avec un produit virucide complètement super-héros qui tient 10 jours, voilà, on prend toutes les précautions possibles au maximum. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est bon. Donc avec l'arrivée du Covid et notamment donc du télétravail imposé, on a essayé de trouver des solutions pour garder un lien avec nos entreprises. En effet, donc grâce à ces nouvelles technologies, on a su donc communiquer et continuer d'exercer nos métiers à distance. En effet, donc ces nouvelles technologies ont des avantages comme garder un lien avec nos entreprises et nos collègues, acquérir plus de liberté et d'indépendance au sein même de notre organisation de travail, apporter du nomadisme, le fait de pouvoir travailler où l'on veut, ce qu'on appelle aussi le nomadisme digital, ou acquérir donc de la flexibilité, de l'autonomie. Cependant, donc, ils ont aussi des désavantages comme le fait d'instaurer de la pression au sein même de notre travail, ou l'impression d'être constamment surveillé, de créer du stress et de l'isolement chez beaucoup de personnes, un manque d'efficacité dans notre travail et surtout une perte de créativité due au fait d'être isolé des autres. Merci. Alors après la présentation de ces 5 sujets sur lesquels vous avez travaillé autour du partage et de la place du numérique, si je comprends bien, donc le digital, il n'est pas à exclure du tableau, il peut même offrir de vrais atouts pour développer cette notion de partage, mais il a également ses limites au point de pouvoir devenir une vraie chimère, parfois dangereuse pour notre bien-être. C'est un peu ce qu'on voit avec le télétravail notamment. Marie, qu'est-ce que tu penses déjà de ces analyses ? Ces analyses, elles sont extrêmement pertinentes, surtout en ce moment avec ce qu'on vit depuis presque un an, où effectivement la rencontre physique est plus possible. Et effectivement, le digital a quand même permis de maintenir un certain nombre d'événements, alors en virtuel certes, mais qui a quand même permis de garder le lien, permis à des marques de communiquer, d'atteindre leurs cibles et publics. Donc clairement pas à exclure du tout. Et je pense qu'on a un peu un virage, c'est-à-dire qu'avant le digital était présent dans nos métiers, c'était une demande de la part des clients, plus ou moins abouti et avancé. Ça pouvait parfois se concrétiser par un iPad présent à un moment sur un stand, par exemple, ou des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. Mais là, je pense qu'on a pris un vrai tournant avec le digital, que le tout virtuel, on commence à en sentir un peu les limites et l'essoufflement, et même pour les gens qui participent à ce genre de choses depuis un an, ils ont de nouveau envie de se voir, de toucher, de discuter, de partager. Mais on va pouvoir quand même garder des choses qui aujourd'hui sont faites et qui vont servir à l'événement de demain. Et je pense que le digital va permettre de nous aider peut-être à maintenir ce lien et ce partage autour d'un événement, peut-être plus en amont, pendant, après. Voilà. Donc là, on a fait un peu un bond dans le temps et on est passé pas de tout à rien, mais de quelque chose peut-être de pas encore complètement abouti à tout digital. Et que demain, on va arriver à un entre-deux qui, je pense, peut être très bénéfique pour les événements à venir. Merci Marie. Alors on va voir avec les étudiantes maintenant comment est-ce qu'on peut en tant que designer exploiter les bénéfices du digital au service du partage et du coup désamorcer ces inconvénients. Quelles sont les pistes et recommandations auxquelles vous avez pensé? Bruna, toi par exemple, tu nous parlais de l'importance de la sensorialité dans cette notion de partage. Oui, donc en effet, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apporter du sensible à l'événement, parce qu'on a tous déjà vécu un retour de salon qui est difficile, où le rapport au corps est compliqué, et on en ressort fatigué, et donc finalement, on a du mal à retenir toutes les informations qu'on a récoltées au long de notre journée. Et donc l'enjeu, c'est d'apporter du bien-être pour les visiteurs, et pourquoi pas aussi aux travailleurs, grâce à une expérience corporelle plus agréable, et tout ça par l'utilisation des sens. Donc, première solution que je peux vous proposer, c'est tout d'abord de préférer la qualité à la quantité. Chaque exposant pourrait, par exemple, limiter le nombre de produits qu'il expose et ne présenter que ses produits phares pour laisser place à une vraie expérience où on s'approprierait les objets qui sont présentés par l'utilisation des sens. On pourrait aussi donc préférer le volume à l'image et donc limiter les écrans pour plus de concret et ne pas afficher une multitude de messages. Il vaut mieux un message fort que 10 messages et comme ça on pourra marquer plus facilement
dans les esprits parce que les sens ne seront pas brouillés. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, on pourrait proposer quelque chose que l'on ne peut pas avoir sur Internet. Et donc pour ça, il faudrait titiller les sens qui ne sont possibles d'activer que sur place, comme le toucher par exemple. Donc pour ça, on pourrait jouer avec les matériaux, mais ne pas seulement les placarder sur les murs, mais inciter le visiteur à toucher ces matériaux. Parce qu'avec un matériau rugueux, un matériau lisse, un matériau doux, chaud ou bien froid, eh bien on peut peut-être déclencher une émotion chez le visiteur et ainsi l'atteindre de manière beaucoup plus forte. Et donc cette réflexion, elle emmène à une refonte peut-être de l'événement en tant que tel, et on y est d'ailleurs amené aujourd'hui avec la crise du Covid-19, parce qu'on sait que lors de leur réouverture, le nombre de personnes sera limité dans un événement. Donc on pourrait peut-être repenser la temporalité de l'événement. Un événement qui est annuel, qui a lieu qu'une seule fois par an, il pourrait peut-être être séquencé en 3 événements, par exemple. Le nombre d'exposants serait le même, mais le visiteur se rendrait 3 fois sur un salon qui serait beaucoup plus court et donc beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à mémoriser. Et le but, c'est que la rencontre soit la plus marquante possible. Et le lieu d'exposition lui-même serait donc peut-être à repenser. D'accord. Quand tu parles de repenser le lieu d'exposition, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les lieux d'exposition, ils sont souvent très grands, très peu singuliers. Il faudrait peut-être qu'ils soient plus petits, si les salons eux-mêmes sont plus petits, plus intimistes, proposer peut-être des espaces de repos qui sont plus agréables et peut-être des espaces où on va partager ses connaissances, tout ce qu'on a découvert lors de ce salon, quelque chose d'un petit peu plus familial. Très bien, c'est intéressant, Marie, de voir entre les différents groupes que finalement les analystes se regroupent et on voit bien les besoins qu'ont en fait la nouvelle génération par rapport à ces espaces de rencontre et d'exposition. Merci Bruna. Alors Marion, toi, quels sont tes recos issus de ton étude sur le partage vu sous l'angle de la transmission ? Alors de mon côté, je suis plutôt partie d'un constat ici, celui que nous sommes au quotidien souvent soumis à un nombre important d'informations en très peu de temps. Et ce nombre d'informations à assimiler rapidement ne permet pas facilement cette notion de partage et de transmission, qui sont 2 notions, elles, qui demandent de prendre du temps. À toi, qui es devant ton écran, nous aimons titiller ta curiosité. Alors sache que nous reviendrons sur le sujet de la surinformation lors des épisodes 4 et 5 de notre mini-série Inspire, au travers des prises de parole des étudiants de l'EFAP. Mais pour l'heure, revenons au présent. Ainsi, selon moi, il faudrait permettre davantage des moments de pause, de rencontre au sein des événements et s'adresser à une cible plus large qui permettrait de ne pas catégoriser les âges. Donc ainsi, pensons l'événement en 3 temps pour instaurer cette notion de partage. Avant l'événement, l'objectif pourrait être d'anticiper les rencontres entre participants par le biais du digital, en conférant un rôle aux visiteurs, en le rendant acteur et en valorisant le fait que chacun soit source de connaissances, de savoir pour les autres. Eh bien, cet échange permettrait déjà la création d'un réseau avant l'événement. Ensuite, en deuxième temps, le partage initié digitalement serait ensuite poursuivi bien évidemment physiquement dans des espaces salons, réservés pourquoi pas selon des créneaux, et où les différents acteurs pourraient se retrouver, dialoguer et échanger. On pourrait aussi penser à déplacer les salons au sein des quartiers, des centres-villes, afin, dans de plus petits espaces cosy, style des espaces de coworking, afin de permettre une nouvelle proximité avec les visiteurs. Et l'accès y serait par ailleurs facilité, permettant à tous les âges de s'y rendre et évitant aussi les longs trajets parfois épuisants pour se rendre sur le lieu des salons. Et pourquoi ? Qu'est-ce que cette expérience apportera de plus ? Eh bien, l'expérience de partage dans ce nouveau lieu, à la fois milieu de vente, milieu de vie, permettrait sera beaucoup plus forte et plus marquante du fait que les acteurs partageront les mêmes envies, les mêmes volontés. Et de ce fait, ils fédéreraient en quelque sorte une communauté soudée, indispensable pour échanger avec les divers exposants. Et de même, ils pourraient aussi, pourquoi pas, concevoir ensemble un projet à venir en s'inspirant par exemple du marketing participatif qui confère déjà un rôle à son consommateur.
Et enfin, en dernier lieu, pour compenser le rythme effréné dans lequel nous vivons, il semble aussi judicieux de prendre le parti pris de s'inscrire dans la durée et de, pourquoi pas, envisager des salons non plus éphémères mais pérennes. Il s'agit donc de, pourquoi pas, envisager ou concrétiser cela par une action post-salon digital ou bien à nouveau un lieu qui permettrait de rassembler les personnes rencontrées dans ce but premier d'échange, de partage et de fédérer un projet commun. Merci Marion pour toutes ces idées. Et toi, Apolline, qui souhaitait repenser le rôle du designer d'événements pour permettre de mieux orienter le visiteur à se créer une expérience et des souvenirs personnels et non pas à travers tous les codes et les filtres des réseaux sociaux. Comment est-ce que ça pourrait se matérialiser dans l'espace ? Alors, pour moi, le challenge du designer, c'est de créer un instant chargé émotionnellement et suffisamment chargé pour que le spectateur ne soit pas tenté de sortir son téléphone, mais qu'il ait juste l'envie de vivre dans l'instant T. Alors, vous allez me dire comment ? Eh bien, généralement, d'un point de vue plus général, on peut créer un climat d'intimité fort. On va créer un contexte également qui fait appel à tous les sens et toute la subjectivité du spectateur. Et enfin, on va placer le visiteur dans une position d'écoute. Alors, plusieurs moyens concrets peuvent se développer par rapport à cette dynamique pour relever ce défi. Une première piste que je vous proposerai, c'est la piste de l'occultation. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur dans cette maquette d'intention. En apparence, on peut créer des espaces où le visiteur va se perdre, s'isoler face à une œuvre, un produit. On peut utiliser des doubles fonds, des parois qui laissent juste entreapercevoir le produit à travers une fente et où le spectateur aura simplement l'impression d'être le seul à l'avoir vu, ce qui crée tout de suite une relation d'intimité presque amicale. Enfin, on peut employer toujours ce qui est mis en valeur dans cette maquette, des stands, des espaces, des salles qui ne dévoilent rien du premier regard et qui vont attiser la curiosité du spectateur. Il sera obligé de pénétrer l'espace pour voir ce qui s'y développe. Une autre piste que j'ai voulu développer, c'est celle de l'éclairage. Un espace sombre est particulièrement immersif. Il crée tout de suite donc cette dimension d'immersion et rend le spectateur, isole le spectateur seul face au produit qui serait peut-être la seule chose mise en lumière, ce qui donne au produit donc cette dimension mystique et qui focalise toute l'attention du spectateur sur lui. Enfin, le silence peut être utilisé car le silence est souvent associé au calme. Et le calme qui peut se créer par des parois d'isolation, des isolants acoustiques tout simplement, permet de ralentir la course du spectateur. Et au lieu que celui-ci soit dans un parcours effréné, il prendra le temps de décortiquer le paysage et de créer une relation avec ce qui lui est présenté. Finalement, tous ces éléments utilisés permettent de créer un événement qui met en place la subjectivité, qui permet au spectateur donc de se laisser imprégner de tout ce qu'il aura vu pour le partager dans un second temps, loin de la photo générique, mais dans un vrai récit digne de ce nom. Très bien. C'est tout un paradoxe, un équilibre à trouver justement sur ce paradoxe de l'événement, de l'exposition qui est là pour faire se réunir les gens, se rencontrer. Et vous l'avez dit, c'est très important d'avoir des espaces qui sont dédiés à ça. Et aussi de pouvoir créer une expérience et des souvenirs propres à chacun, uniques. Exactement. Merci, très intéressant. Alors Emma, maintenant, qu'est-ce que les enjeux du partage face au télétravail t'ont inspiré comme solution pour l'événement ? En effet, on a pu s'intéresser notamment au temps de transport de ces personnes qui sont souvent isolées et qui ont ce besoin de se retrouver. On s'est rendu compte que ces temps de transport sont associés à une perte de temps, d'autant plus qu'ils s'avèrent souvent très longs et perçus comme une contrainte. On peut se questionner comment peut-on reproduire cette perte de créativité au sein de ces trajets. On peut donc imaginer un avant-après événement pour sensibiliser le visiteur et utiliser l'attente de l'événement comme un temps à employer plus important. On peut donc penser une stratégie pour personnaliser l'attente du visiteur qui aujourd'hui se résume à des mails de rappel ou encore à une inscription pour l'événement. Et donc le but serait donc de personnaliser l'attente pour que l'imagination et l'excitation du visiteur soient à la hauteur de cet événement et pour le faire participer même à la préparation de sa visite. On pourrait aussi penser donc à faire perdurer l'événement vécu non plus grâce à des avis
aussi souvent des emails envoyés sur celui-ci, mais par le biais, par exemple, d'une liste de contacts pour faire perdurer des relations, des idées, des souvenirs vécus lors d'un événement pour que le visiteur en tire un réel bénéfice et qu'il prolonge celui-ci. Merci beaucoup Emma. Alors maintenant donc Maëlle, on t'écoute sur parce que toi tu défendais donc le digital bien utilisé qui permet de réunir puis de partager avec le plus grand nombre. Comment penses-tu qu'il devrait être utilisé dans l'événementiel digital ? Alors pour moi, il faudrait tout d'abord pérenniser les solutions virtuelles trouvées par les organisateurs d'événements suite à la crise sanitaire et se rendre compte de l'importance du transmédia. Qui permettrait donc par la suite de vivre quelque chose sur un moment qui n'aurait pas été filmé, donc sur un instant présent, un peu comme ce que disaient mes camarades. Mais l'expérience digitale se poursuivrait sans que ce soit une copie, mais un prolongement de cet événement. Le but serait donc de faire une constellation d'univers en fonction d'un événement, une collection autour d'un artiste, d'un salon ou encore d'une exposition. Il faudrait donc réfléchir à faire vivre l'événement sur le long terme. Maëlle pointe du doigt la logique de scénarisation du parcours de contenu que peut vivre un spectateur, ce qu'on appelle le transmédia, au regard de sa volonté d'aller plus loin dans l'expérience de la marque, si elle lui en laisse l'opportunité, bien sûr. Une mine de possibilités pour créer des sous-expériences gamifiées et évolutives toute l'année pour les événements. On peut donc imaginer une pluralité de plateformes et de contenus proposés autour d'un événement. Les participants pourraient donc alors choisir leur niveau d'attachement à l'événement vécu, à la manière d'un film à succès ou encore d'un jeu vidéo. On pourrait donc imaginer une gamification sur Internet d'un événement vécu avec par exemple des billets à trouver pour l'année suivante dans un univers exclusif à cet événement. Merci beaucoup Maëlle. Beaucoup d'idées Marie, tu l'as vu, donc chaque sujet a été bien creusé pour aller fouiner en fait quelles recommandations, comment est-ce que concrètement on pourrait l'appliquer maintenant aux événements au lieu de rencontres et d'expositions. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais, c'était extrêmement riche. Merci à vous toutes pour toutes vos réflexions. Non, ça m'inspire beaucoup de choses. Si je reprends un petit peu par ordre pour que ce soit peut-être un peu plus carré. Alors déjà, ça m'inspire beaucoup de choses, nous, en tant qu'agence, qu'accompagnons des clients et qui répondons à des problématiques. Et puis, ça m'inspire aussi plus largement parce que tout ce qui concernait télétravail, les temps de transport, le digital comme fil conducteur qui fait vivre un événement vraiment sur toute une année et pas seulement un rendez-vous de 3 jours. Pour moi, c'est vraiment des pistes de réflexion hyper importantes pour les organisateurs d'événements qui pourraient réfléchir. Effectivement, ce temps de transport, vous avez raison, quand on va à Villepinte, c'est quand même super loin, on est dans le RER, c'est quand même une vraie aventure. Et on s'est rendu compte qu'il y a des salons qui, en délocalisant là-bas, avaient perdu énormément de visiteurs. Parce que, voilà, alors il y a la proximité aéroport qui est bien, mais pour tous les gens qui viennent de Paris ou de plus loin, ça peut être un vrai frein. Et on a des retours de salons, d'ailleurs, Porte de Versailles, exactement pour cette raison, pour essayer de regagner un peu du visitorat. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des choses à trouver. Et puis oui, moi en tant qu'agence, toute la partie sensorialité, matériaux, effectivement c'est hyper important. Alors effectivement, le toucher n'est pas à l'ordre du jour en ce moment et je pense même quand on va redémarrer, mais en tout cas, même par des jeux d'éclairage ou autres, on peut vraiment faire ressortir pas mal de choses et donner une ambiance qui donne envie de venir voir ce qui s'y passe, des jeux de miroir, des jeux de perspective, enfin c'est vraiment un point hyper important et on essaye d'y travailler et de voir toujours quel type de matériaux on pourrait utiliser pour ce rendu-là, donc je suis tout à fait en phase avec ça. Sur la partie partage, transmission, si je reparle plus de la partie de Marion, c'est hyper important et nous, on se doit en tant qu'agence de pouvoir retransmettre ça. Voilà, on a un brief, c'est de l'écrit, il faut qu'on le retransmette et le retranscrive dans l'espace et que tout le monde s'y retrouve et que moi, ce qu'on me partage, j'arrive à le rendre sur un espace et c'est une notion hyper importante et qui peut faire le succès ou pas d'ailleurs d'un projet et derrière quand on le présente. Donc oui, les foules, avoir différents... Alors après, c'est compliqué sur la partie intergénérationnelle parce que c'est vrai quand on travaille sur des événements professionnels, on a assez peu on n'a pas des écarts d'âge énormes, mais c'est vrai que sur les événements grand public, si on parle du salon de l'agriculture par exemple, c'est des familles entières et des générations entières qui se retrouvent et effectivement il y a peut-être un dialogue à créer sur ce type de salon.
Ta partie sur... Il y a plein d'idées. Non, mais vraiment, sur le son, ces espaces de pause, effectivement, ça rejoint ce qu'on a vu avec le groupe d'avant. Mais trouver ces espaces pour marquer... moi, il y a une expérience qui me parle beaucoup. Sur un stand, il n'y avait rien à part un énorme cube dans lequel on rentrait. Et effectivement, le silence se faisait quand on était dedans. Il n'y avait rien de spécial à vendre, mais c'était juste, tout le monde s'en souvient, parce que c'est complètement atypique. Et voilà, et tu parlais aussi, Bruna, de tous les signaux. Un salon, c'est une horreur pour les sens. Il peut y faire chaud, il y a du monde, chaque exposant essaye d'être vu le plus possible, donc c'est une forêt d'enseignes par moment quand on rentre dans des halls, voilà, de couleurs, d'espace, chacun trouve un moyen pour essayer de se différencier. Ça peut être un peu compliqué, et typiquement créer la rupture avec quelque chose qui va à l'encontre de tout ça, pour moi c'est une super bonne idée, et c'est une bonne façon pour les exposants de se faire remarquer et d'attirer l'attention sur un produit, un message, et faire que leurs visiteurs, prospects soient complètement dans le souvenir de ça, et derrière ils y gagnent forcément. Donc non, voilà, ça m'inspire plein de choses. C'était un peu pagaille, mais non, merci. Non, pour ce retour, c'est sûr qu'il y a tellement d'idées entre le digital, ce rapport au temps aussi. À chaque fois, en fait, il y a un rapport à la temporalité aussi, que ce soit avec toi sur la notion de transmission, que ce soit avec le digital qui doit servir aussi à pouvoir choisir après son engagement avec la marque ou avec le sujet porté par le salon. Donc c'est très très varié. Merci beaucoup. Oui. On est parti du thème du partage et du numérique, et on voit tout ce que ça nous amène, de la sensorialité, de tous vos sujets, donc passionnants, et jusqu'au télétravail même, qui rentre bien sûr dans ce cadre-là, puisqu'avec le télétravail, ça nous permet aussi de repenser les flux, comment est-ce qu'on va à un événement, comment est-ce qu'on en revient, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, et le fait de ne pas se sentir seul, mais déjà de faire partie d'une communauté. Oui, tout à fait. Et puis le numérique, j'ai oublié un point, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande sur les stands du digital, pour diffuser un contenu, mais souvent, il faut plutôt partir de quel type de contenu ou quelle expérience je veux faire vivre à mes clients pour trouver le média approprié. C'est pas forcément tout le temps le digital. Et souvent, certains exposants, s'ils n'ont pas d'écran ou de choses à montrer, ils ont l'impression qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Mais c'est vrai que c'est plus le message et ce qu'on veut faire ressortir qui va faire, nous, qu'on va choisir le média approprié. Et forcément, un écran n'est pas obligatoirement la réponse adaptée à la demande des exposants. Exactement, vraiment réfléchir avant tout à l'impact et au support le plus pertinent. Et là, aujourd'hui, on l'a vu, on a des maquettes, des choses sur le toucher, qu'on va aller regarder de près. Donc on voit que même vous, en fait, vos supports de présentation, moi, quand j'ai fait mes études artistiques aussi, il fallait présenter, on avait bien sûr les maquettes, on les travaillait, mais alors surtout si au final, on n'avait pas la belle vue 3D, le machin, le projet n'en valait pas la peine d'être présenté. Mais il y a certaines agences aujourd'hui qui ont arrêté les vues 3D et repassent sur des maquettes volume. J'ai entendu dire ça. Donc c'est vrai qu'on a besoin de se projeter. Puis même pour certaines personnes, ils ont du mal à se projeter dans une 3D. Ça peut être un peu compliqué pour voir les espaces, etc. Et qu'une maquette permet vraiment d'appréhender les choses. La sensorialité, elle est là aussi, quoi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quand même cette possibilité de plein de façons de présenter les choses, du digital jusqu'au sensoriel. Donc, à chaque fois, à nous de choisir celui qui va être le plus adapté. Merci beaucoup, en tout cas, merci à toutes. Merci Luna, merci Apolline, merci Marion, merci Maëlle et merci Emma. Et bien entendu, merci Marie pour tous tes éclairages. Merci Nathalie. Merci. Je te garde encore un petit peu avec moi pour le troisième et dernier groupe de l'ENSAAMA. Et je vous libère. Encore merci, bravo. Merci. Bravo les filles. Merci. Dans le prochain épisode d'Inspire, intitulé Génération Revendication, une bande de choc composée d'Anouk, Alicia, Clara et Charlotte discuteront d'engagement sociétal des marques, de stratégie d'action et même de tubes de dentifrice. Et après ce troisième épisode de l'ENSAAMA Olivier de Serres, nous mettrons le cap vers les étudiants de l'EFAP autour du sujet central de la confiance. Soyez prêts pour l'inspiration au prochain épisode, chers téléspectateurs.